Salut à tous, on se plonge aujourd'hui dans une analyse un peu spéciale, basée sur de récents rapports des Nations Unies concernant nos risques technologiques mondiaux. En tant qu'analyste des politiques publiques, mon rôle aujourd'hui est de vous briefer de manière claire et directe sur une vulnérabilité numérique majeure qui menace notre société ultra connectée. Et c'est urgent. On va parler d'une menace silencieuse mais alors absolument colossale qui pèse sur nos infrastructures mondiales en ce moment même. Pourquoi Internet pourrait s'éteindre en 2026 ? Ça a l'air complètement alarmiste, dit comme ça, pas vrai ? Mais restez avec moi parce qu'en regardant les données de près, on se rend compte à quel point notre monde numérique est en réalité physiquement fragile, surtout face au maximum solaire que l'on traverse actuellement. On a bâti cette civilisation incroyable où la moindre transaction, nos hôpitaux, nos chaînes logistiques, tout repose sur une infrastructure qui, tenez-vous bien, n'a jamais vraiment été conçue pour résister aux colères de notre propre soleil. Et pour bien comprendre l'enjeu, regardez cette citation de Doreen Bogdan-Martin, la secrétaire générale de l'Union internationale des télécommunications. Elle dit que la résilience doit carrément être intégrée dans l'ADN des technologies dont on dépend. Et c'est exactement ça. L'UIT tire la sonnette d'alarme, on doit impérativement repenser la façon dont on protège les systèmes qui font tourner l'humanité. Ce n'est plus juste de la théorie, il faut agir à la racine même de nos technologies. Première partie, le maximum solaire 2026 et ses mécanismes astrophysiques. Concrètement, qu'est-ce qui se passe là-haut ? Eh bien, c'est ce qu'on appelle le cycle solaire 25. Au début, les scientifiques s'attendaient à un cycle plutôt tranquille, mais en fait, pas du tout. Le Soleil a complètement déjoué les pronostics, transformant la période actuelle en un véritable casse-tête de gestion des risques pour la planète entière. Pour vous donner une idée, gardez ce chiffre en tête, 161. L'activité de notre étoile est environ 30% plus intense que prévu. Ce chiffre, c'est le pic du nombre de taches solaires lissées. Et c'est énorme. Ça crée un maximum solaire continu, super volatile, qui va durer au bas mot jusqu'en mai 2026. Bref, le Soleil est en pleine ébullition et dépasse largement tous les modèles attendus. Et ce qui se passe à sa surface ressemble beaucoup à une avalanche. Grâce aux données ultra précises de la sonde Solar Orbiter de l'Agence spatiale européenne, on a vu que les énormes éruptions solaires commencent souvent par de toutes petites perturbations magnétiques. Imaginez des cordes magnétiques qui se tordent, deviennent complètement instables et finissent par claquer. Ça déclenche une réaction en chaîne, un peu comme un petit caillou qui, en roulant, provoque une avalanche géante. Sauf que là, ça projette une véritable pluie de plasma dans l'espace. Maintenant, il faut bien distinguer deux choses lors de ces fameuses avalanches. D'un côté, on a les éruptions solaires. Elles, c'est du direct. Elles voyagent à la vitesse de la lumière, nous frappent en 8 petites minutes chrono et causent des pannes radio quasi instantanées. De l'autre côté, on a les éjections de masse coronale, ou CMI pour les intimes. Ce sont d'immenses nuages de plasma, beaucoup plus lents, qui mettent entre 18 et 72 heures pour arriver jusqu'à nous. Sauf que, quand ces nuages percutent notre champ magnétique, ça crée des tempêtes géomagnétiques hyper violentes. Et c'est cette force physique à retardement qui est la vraie menace systémique. Ce qui nous amène à la partie 2, les menaces pour nos infrastructures et plus précisément nos vulnérabilités technologiques terrestres. On redessert sur Terre pour voir comment cette météo spatiale extrême se transforme en problème très concret pour les équipements qu'on utilise tous les jours. Prenez l'épine dorsale d'Internet, les câbles sous-marins. La bonne nouvelle, c'est que 99% de notre trafic passe par de la fibre optique en verre. Et le verre se moque complètement des tempêtes électromagnétiques. Ouf. Mais attendez, c'est pas si simple. Pour traverser un océan entier, le signal lumineux a besoin d'être amplifié tous les 50 à 150 km par ce qu'on appelle des répéteurs optiques. Et pour alimenter ces répéteurs, on utilise un long câble conducteur en cuivre. Et voilà le point faible. Le cuivre est ultra sensible. Si une tempête géomagnétique extrême frappe, les courants induits peuvent surcharger ce cuivre et, littéralement, faire griller ces répéteurs au fond de l'eau. Et là, c'est le cauchemar logistique absolu. Imaginez si une grosse tempête solaire venait à endommager des dizaines de câbles transatlantiques en même temps. Vous savez combien on a de navires capables de réparer ça dans le monde entier ? À peu près 60. C'est tout. Les files d'attente pour réparer ces infrastructures névralgiques au fond des océans pourraient prendre des mois, voire des années. On parle d'un isolement numérique qui durerait une éternité. Et si on lève les yeux au ciel, c'est pas franchement mieux. Les données spatiales sont claires. Quand une tempête solaire tape la Terre, notre atmosphère se réchauffe et gonfle. Résultat, ça crée une friction qui freine les satellites en orbite basse avec le risque qu'ils retombent tout simplement. Pire encore, notre bouclier magnétique naturel est compressé de façon tellement violente que les satellites géostationnaires, plus lointains, peuvent se retrouver brièvement exposés au vide spatial non protégé. Ça veut dire des radiations qui détruisent sévèrement leurs composants. De retour sur la terre ferme, notre grand maillon faible classique, ce sont les réseaux électriques. Les courants géomagnétiques voyagent à travers la croûte terrestre, cherchent le chemin le plus facile et tombent direct sur nos lignes à haute tension. Ils saturent le cœur des transformateurs et les font surchauffer dangereusement. Pour vous donner un exemple historique,
En mars 1989, au Québec, sous la pression de ces courants spatiaux, tout le réseau électrique s'est effondré en moins de 2 minutes. Une panne monumentale. Allez, on passe à la partie 3, l'effet domino numérique et les défaillances mondiales en cascade. Avoir une panne isolée, c'est gérable. Mais ce qu'il faut absolument comprendre dans cette analyse, c'est le risque de défaillance systémique. Dans notre économie ultra connectée, si un secteur tombe, les autres suivent inexorablement, comme des dominos. Suivons ensemble la réaction en chaîne. Étape 1, l'onde de choc frappe la Terre. Étape 2, les courants grillent un répéteur en cuivre au beau milieu de l'Atlantique. Étape 3, le câble sous-marin tombe en panne. Étape 4, les protocoles Internet paniquent et essaient de rediriger tout le trafic mondial sur les itinéraires restants. Cette déviation massive sature les serveurs et tout s'effondre. Et l'étape 5, c'est l'isolement total. Au bout de la chaîne, les banques, la logistique et même les urgences des hôpitaux se retrouvent complètement paralysées. C'est exactement ce qu'un récent rapport conjoint de l'ONU, de l'UIT et de Sciences Po souligne avec insistance. Nos secteurs sont totalement dépendants les uns des autres. Si le réseau électrique lâche, les data centers ne sont plus refroidis et les serveurs fondent. Si on perd les câbles sous-marins, on se tourne vers les satellites, sauf qu'eux aussi sont frappés au même moment par la tempête spatiale. Une simple panne locale peut très vite muter en ce qu'on pourrait appeler une véritable pandémie numérique mondiale, paralysant des continents entiers en l'espace de quelques heures. Ce qui m'amène à notre 4e et dernière partie. Sauvegarder les services essentiels grâce à des stratégies de résilience applicables. Face à ce sombre tableau, rassurez-vous, il y a des solutions. L'objectif ici est de vous partager les stratégies concrètes recommandées par les institutions pour empêcher ce crash total. Il y a des étapes hyper pragmatiques à adopter. D'abord, on doit cartographier rigoureusement qui dépend de qui. Mais le point le plus fou et sans doute le plus crucial de ces rapports, c'est ça. Il faut absolument préserver nos compétences analogiques. Il faut des plans de secours hors ligne super solides. Posez-vous la question, si la base de données de l'hôpital ou le système de votre banque saute, est-ce que le personnel sait encore utiliser du papier, un stylo et travailler manuellement? C'est incroyable à dire à notre époque, mais l'analogique, c'est notre ultime filet de sécurité. Écoutez bien ce que dit Kamal Kishore, un représentant spécial de l'ONU. L'infrastructure numérique doit être planifiée, construite et maintenue comme une infrastructure résiliente pour l'avenir. Ça sonne comme une directive stricte et ça l'est. Gérer ce risque d'effondrement systémique, ce n'est plus du tout une option, ça doit être au cœur de la planification de nos infrastructures mondiales. L'efficacité économique ne peut plus, en aucun cas, primer sur la résilience. Alors pour conclure cette analyse, je vous laisse avec cette question un brin provocatrice. Si le monde numérique s'éteint soudainement, sommes-nous vraiment prêts à survivre, en sachant que l'on a, pour beaucoup d'entre nous, oublié comment fonctionner hors ligne? Le maximum solaire de 2026 n'est pas juste un magnifique spectacle astronomique, c'est un véritable crash test pour notre civilisation moderne. Ça mérite qu'on y réfléchisse sérieusement et qu'on s'y prépare, non? Un grand merci de m'avoir suivi dans ce décryptage, et d'ici là, gardez toujours un carnet et un stylo pas trop loin.